Salut les sorciers, moi c'est Jean, je suis journaliste à l'Esprit Sorcier et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format vidéo. Vous êtes très nombreux à réagir et à poser vos questions sur les dossiers que nous publions. Alors, histoire de ne pas vous laisser dans le flou, on a décidé de vous répondre directement ici. Pour rappel, notre dernier dossier s'intéressait aux exosquelettes. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment d'aller y jeter un petit coup d'œil. Juste là. Allez-y, je vous laisse 2 secondes pour cliquer. Mais par contre, vous revenez, hein. Alors dans ce dossier, on vous parlait des exosquelettes au service du handicap, c'est-à-dire des appareils qui permettent aux patients tétraplégiques ou paraplégiques de se tenir debout et marcher à nouveau. C'est fou, non? Allez, passons à vos questions. Il y en a une qui est revenue assez souvent, comme celle de Janice. Quitte à faire des exosquelettes, pourquoi ne pas faire des prothèses robotiques complètes de bras et de jambes grâce aux implants cérébraux? Pour commencer, il faut bien distinguer les prothèses, qui remplacent une articulation ou un membre manquant, après une amputation par exemple, et les orthèses, qui compensent ou immobilisent une articulation ou un membre défaillant, comme les attelles ou les exosquelettes par exemple. Pour l'instant, jamais aucun patient amputé n'a piloté de prothèse grâce à un implant cérébral. Pourquoi? Eh bien, premièrement, un implant cérébral, c'est difficile à mettre en place et ça peut être dangereux pour le patient. Deuxièmement, c'est encombrant. Le patient serait obligé de se déplacer avec tout un tas de fils et d'ordinateurs reliés à l'implant. C'est pas très pratique. Troisièmement, un patient amputé peut très bien contrôler une prothèse quand elle est directement connectée sur les nerfs. En plus, c'est moins risqué. Dans ce cas, le cerveau commande les mouvements de la prothèse, il envoie des messages nerveux qui sont récupérés par des électrodes au niveau des nerfs du moignon. On parle de neuroprothèse. Comme ce bras artificiel par exemple. Il est directement connecté au système nerveux du patient grâce à des électrodes. Et depuis 2013, il utilise sa prothèse comme un bras classique. Une autre question intéressante, c'est celle d'Agnès qui nous demande « Est-ce que les exosquelettes pour handicapés seront accessibles à tous et remboursés par la sécurité sociale ?» Alors aujourd'hui, les exosquelettes sont déjà commercialisés, comme le Rewalk ou l'Exo par exemple. Mais ils coûtent très cher. Leur prix varie entre une dizaine et une centaine de milliers d'euros. Autant dire que ça coûte un bras. Mais l'objectif des entreprises qui vendent ces appareils, c'est de réduire le coût de fabrication pour qu'ils deviennent abordables. En attendant, les exosquelettes ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il faut dire que ce sont des technologies très récentes et elles doivent prouver leur intérêt thérapeutique pour les patients. Affaire à suivre. Question suivante. Adrien Mabir, lui, souhaite savoir quels sont les différents labos ou institutions de recherche dans le domaine en France. La plupart des instituts de recherche français s'intéressent à la robotique dans le domaine de la santé, comme le CNRS, le CEA, l'INRIA ou encore l'INSERM. En fait, il existe une grande diversité de laboratoires et de thématiques de recherche. On distingue principalement 3 catégories. Ceux qui s'intéressent aux neurosciences, ceux qui fabriquent ces appareils et ceux qui s'intéressent à l'aspect biomécanique, ergonomie et évaluation de ces appareils. Vous trouverez une liste bien remplie avec tous les laboratoires de recherche dans la description. Et pour Julio, ajoutons les entreprises privées comme RB3D ou Wondercraft qui participent aussi au développement des exosquelettes. La prochaine question vient de Wolfrimor. Que pensez-vous d'une interface informatique pour communiquer les ordres du cerveau jusqu'au corps? Un peu comme dans le film Upgrade. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, je vous fais un petit résumé. Le personnage est paralysé. Il se fait greffer un implant qui d'une lui permet de remarcher et qui en plus lui donne de nouvelles capacités. Clairement, on n'en est pas là. Pour l'instant, grâce aux implants cérébraux, on arrive à contrôler une machine pour effectuer des gestes simples. Aller en avant, aller en arrière, à droite, à gauche. Mais pour faire des mouvements plus précis et plus complexes, il y a encore beaucoup de boulot. Cette question nous amène à se demander où placer la frontière entre l'homme réparé et l'homme augmenté. Voici la réponse de Nathanaël Jarassé. Il est chargé de recherche à l'ISIR, l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, et c'est une pointe dans le domaine. Un homme réparé, c'est une personne à qui on va proposer des aides techniques pour essayer de récupérer ses fonctions perdues. L'homme augmenté, c'est un peu différent, c'est-à-dire que par rapport à cette même norme de ce que peut faire normalement un humain, un corps humain en bonne santé, on va vous proposer d'utiliser des dispositifs techniques pour obtenir de plus grandes performances dans la réalisation de certaines tâches.
on fait bien la distinction entre la réparation et l'augmentation. Même certains dispositifs actuels existants qui permettent d'augmenter les performances ne le font que très localement. C'est-à-dire que vous êtes augmenté peut-être pour serrer fort, pour courir vite, mais lorsqu'il va s'agir de, par exemple, marcher à faible allure, de nager, de grimper, ou alors de faire une opération qui demande une grande dextérité, vous allez être très handicapé. Donc il faut considérer la performance dans sa globalité pour pouvoir assez rapidement faire la distinction entre réparation et augmentation. Et pourtant, il nous arrive souvent de confondre, ou plutôt de faire un raccourci, entre les exosquelettes destinés aux personnes handicapées et les machines qui augmentent les performances de l'homme. Alors, où en est-on réellement ? Existe-t-il des exosquelettes capables de nous faire sauter très haut, courir très vite et porter des objets très lourds ? Et tout ça en même temps. Il n'existe pas d'exosquelette polyvalent qui répondent à tous les besoins qu'on aurait pu imaginer auparavant, une seule structure qui soit capable de réparer, d'assister, d'augmenter, qu'on porte à longueur de journée, etc. On parle plutôt d'outils qu'on utilise ponctuellement et surtout d'outils très spécifiques. Un exosquelette de rééducation ne sera pas adapté à assister un ouvrier dans une usine. On peut imaginer qu'une des vraies clés, c'est celle de la compréhension du contrôle moteur, parce que si on se met à être capable de décoder les intentions motrices, dans ce cas, et qu'on donne cette capacité au robot de vraiment comprendre ce que vous voulez faire sans avoir à taper des choses au clavier, vraiment en juste agissant et qu'il suive, alors on va commencer à avoir des exosquelettes qui vont pouvoir peut-être répondre à plusieurs besoins et des structures un peu plus polyvalentes. Et si on se projetait dans le futur, quels sont les grands enjeux pour l'avenir ? Les enjeux de ces exosquelettes pour la santé sont les suivants. La simplicité, l'efficacité et l'accessibilité. La simplicité, c'est que ces exosquelettes, s'ils veulent pouvoir fournir un vrai service aux patients et aux thérapeutes, ils vont devoir être plus simples à mettre en œuvre, plus simples à régler, à installer sur le patient et à personnaliser. Les enjeux d'efficacité, c'est que on est au balbutiement en fait, du domaine, on commence à avoir des résultats. Une thérapie comme en rééducation neuromotrice avec un exosquelette donne les mêmes résultats qu'une thérapie conventionnel avec un physiothérapeute. Le but, c'est d'aller au-delà de ça, c'est de permettre d'obtenir des résultats encore plus probants en termes de récupération, en termes d'assistance, pour simplifier, pour encore mieux réparer les patients. Et enfin, l'accessibilité, et on aurait des exosquelettes qui soient peut-être accessibles aux patients, qui pourraient enfin les utiliser dans une utilisation domestique à la maison, et pas simplement en institution, et quotidienne. Et pour finir, on a demandé à Nathanaël à quoi ressemblera l'exosquelette du futur. Pour moi, le futur de l'exosquelette, ça s'apparente plutôt à un vêtement qui aurait des capteurs, ça existe déjà, des vêtements connectés, instrumentés, mais surtout, comme c'est un exosquelette, qui aurait une capacité d'action sur le corps, donc qui pourrait agir, restreindre des mouvements, ajouter de la force à certains que vous faites, voire faire le mouvement pour vous quand vous ne pouvez pas le faire, mais quelque chose de discret, de très compatible avec le corps humain et de très léger, qui disparaissent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça nous fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucune de nos vidéos. Et puis si le cœur vous en dit, on a un compte Tipeee et des goodies dans notre boutique. Allez, à bientôt. Ça va Fred? C'était pas trop long? Pardon? C'était pas trop long? Non, ça va, excuse-moi, j'ai encore un peu de boulot. Ok, je te laisse la place.